1000 km d'autonomie, forcément sur le papier, ça fait rêver. Et ça explique peut-être aussi que cette technologie e-Power développée par Nissan a énormément plu à travers le monde, puisqu'il s'en est vendu plus d'1,5 million d'unités à travers le monde depuis son introduction en 2016. Forcément, ça a donné une envie assez significative pour le constructeur Nissan de continuer à développer cette technologie. Aujourd'hui, en 2025, il y a pas moins de 68 pays dans lesquels cette technologie est commercialisée, c'est vous dire. Et si on se concentre sur l'Europe, c'est plus de 183 000 véhicules vendus avec cette technologie depuis septembre 2022, car le e-Power est présent sur le Qashqai, que je vous présente aujourd'hui, mais aussi sur le Nissan X-Trail que j'avais essayé sur ma chaîne YouTube. Et vous vous doutez bien qu'avec ce restylage de mi-carrière sur cette troisième génération du Qashqai, forcément la technologie e-Power, elle est encore proposée. Avec ce restylage, on a bien sûr une évolution esthétique, des qualités qui ont encore été améliorées, ils ont écouté les clients, et des technologies encore plus abouties. Il y a aussi deux nouvelles finitions qui font leur apparition, N-Design et N-Design Plus, que j'essaie dans cette vidéo. Mais est-ce que ces évolutions sur ce restylage de la troisième génération du Qashqai vont continuer à lui permettre de tenir tête aux stars du segment des crossovers en Europe, mais aussi et surtout en France? Je répondrai à cette question en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est super important. Et pour répondre à cette question, je vais vous détailler toutes ses caractéristiques extérieures, son habitacle, ses technologies embarquées. J'irai faire un tour sur la route pour vous donner mon avis sur son comportement routier et je conclurai la vidéo avec ses qualités et aussi ses défauts. Et puis je le comparerai à tous ses concurrents pour vous donner un avis précis, objectif et surtout exhaustif. Sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez la cloche de notification et mettez un pouce bleu, ça m'aide énormément. Merci à ceux qui ont joué le jeu, d'ailleurs les dernières semaines, vous avez été nombreux à mettre des pouces bleus et puis merci à ceux qui vont le faire. Et sur Instagram et TikTok, abonnez-vous à mes comptes Le Vendeur Automobile, je diffuse que du contenu exclusif. Vous êtes prêts? 1000 km d'autonomie, franchement, c'est pas mal sur le papier. Allez, c'est parti. Avant de commencer à vous détailler toutes les caractéristiques de cette version restylée du Qashqai de troisième génération, je voulais vous partager une offre en location longue durée avec notre partenaire de cette vidéo qui sponsorise cette vidéo, Tility, qu'on remercie. Alors vous le savez, j'ai pas l'habitude de vous partager des offres de location longue durée pas très intéressantes. Et là, je déroge pas à cette règle, vous allez voir d'ici quelques instants. Là, c'est méga attractif. Alors Tility, c'est une entreprise française qui est spécialisée dans l'accompagnement sur mesure sur la location longue durée automobile. Ils ont plus de 10 000 modèles disponibles sur leur site internet, toutes marques, tout type de motorisation et surtout ils sont livrables en 15 jours à votre domicile. Sur leur site, vous pouvez choisir la marque, le modèle, le type de location, LOA ou LLD et surtout les services associés comme la maintenance ou encore l'entretien. Et ils ont des conseillers experts qui sont disponibles 6 jours sur 7, donc c'est vraiment super pratique lorsqu'on a des questions. L'offre dont je voulais vous parler, elle n'est pas sur la version e-Power, qui est, il est vrai, un petit peu cher, vous allez le découvrir dans quelques minutes, mais sur la version mild hybride 158 chevaux avec la finition N-Connecta. Écoutez bien, sur 60 mois en location longue durée avec 50 000 km, donc 10 000 km par an, avec la garantie perte financière comprise dans le financement, il sort à 399 € par mois sans apport. Là, je vous mets au défi de trouver moins cher sur internet. Vraiment, faites le test sur Google et tout, vous ne trouvez pas moins cher. On a passé pas mal de temps d'ailleurs. En général, on essaie de trouver les offres les plus attractives, les plus compétitives du marché. Là, encore une fois, on a réussi. Mais celle-ci, à 399 € par mois sans apport, c'est super placé. D'autant plus que la version N-Connecta, c'est la finition juste en dessous de celle que j'essaie dans cette vidéo. Donc c'est une finition qui est déjà super bien équipée. Vous avez des jantes de 18 pouces, on a des rails de toit chromés, on a aussi des vitres arrière qui sont surteintées. On a un plancher de coffre qui est modulable, régulateur de vitesse adaptatif, vision 360 degrés, on a un chargeur à induction, système de navigation Nissan Connect avec les services Google qui sont intégrés et bien d'autres équipements qui sont de série sur la finition N-Connecta. Donc si vous êtes intéressé par cette offre, je vous ai mis un lien en description de cette vidéo YouTube. Vous avez juste à cliquer sur ce lien et à remplir le formulaire pour être recontacté et pouvoir profiter de cette offre, on va dire, clairement à prix cassé. Bon, maintenant, il est temps de passer à la description de cette voiture et je vais commencer par la face avant. Depuis 2007, le Qashqai, c'est-à-dire depuis sa première génération, il est produit dans l'usine Nissan de Sunderland au Royaume-Uni. Teinte de carrosserie assez sympa, ce vert Cayuga facturé 900 € avec une teinte British Racing Green un petit peu.
avec des reflets violets selon les conditions de luminosité comme aujourd'hui. Franchement, ça lui va super bien et ça lui ajoute une touche d'exclusivité. Et puis surtout, on a un toit noir avec cette teinte Biton. Franchement, il a vraiment de la gueule. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a d'autres teintes, bien sûr, qui sont disponibles. Caméra en haut du pare-brise. La caméra, elle va vous servir pour la gestion des feux de route adaptatifs, la reconnaissance des panneaux de signalisation et aussi l'aide au maintien dans la voie. Il y a un capot qui est assez long, avec 2 lignes longitudinales, des galbes latéraux qui sont marqués. Et puis surtout, l'énorme différence, pour ceux qui connaissaient la 3e génération phase 1, c'est bien sûr la nouvelle signature lumineuse à 2 étages pour les feux de jour. Il y a 5 petites lentilles de la même forme que les virgules de la calandre qui rejoignent la fine lumière située au-dessus de l'optique et qui encerclent les projecteurs full LED avec feux de route adaptatif à 12 faisceaux indépendants. La partie supérieure des feux de jour, elle est similaire à la précédente génération, avec maintenant un Nissan lumineux sur le bord extérieur. Et puis on a l'élément supérieur des feux de jour qui devient le clignotant lorsqu'il est activé. Et pour la première fois, ils sont séquentiels sur notre finition. On a cette nouvelle calandre qui est inspirée des motifs des anciennes armures japonaises, qui est composée de dizaines d'éléments en relief, en forme de virgule peint, en noir brillant, avec une finition en chrome satiné sur notre version, qui semble flotter dans l'espace compris entre la lèvre du capot, en noir brillant, et le support de plaque. On a des entrées d'air latérales en noir brillant, qui sont verticales avec une forme triangulaire. Et puis on a des inserts noir brillant sous le support de plaque qui s'étend jusqu'au coin inférieur du bouclier. Jupe avant en couleur carrosserie, juste en dessous de cette très large entrée d'air centrale, sur le bas du bouclier. C'est vrai que les évolutions sont assez fines par rapport à la précédente génération, mais je trouve que ça lui donne un air encore plus profilé, plus racé, plus sportif, plus bestial sur la face avant. Nissan a visé dans le mille. Jantes de 20 pouces sur notre finition, bicolore, diamanté, qui lui vont assez bien, je trouve, avec le contraste noir du toit et aussi l'encerclement des vitres en noir brillant, tout comme d'ailleurs les coques de rétroviseur, avec répétiteur de clignotant et puis la caméra à 360 degrés. Arche de roue bombée et jupe latérale qui sont en couleur carrosserie, avec insert noir brillant sur notre finition. Et puis on a l'inscription e-Power juste en dessous du pilier A. La ceinture de caisse qui passe au-dessus des poignées de porte non affleurantes, couleur carrosserie par contre. Les rétroviseurs, ils sont réglables et rabattables électriquement. On a des rails de toit noir brillant. Et sur son empattement, 2,67 m, 55 litres de réservoir de carburant. Vous allez voir, lorsqu'on prend la consommation annoncée par le constructeur Nissan, avec cette capacité de réservoir, les 1000 km, ils sont faisables. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis sur le design, moi, ce que j'aime beaucoup avec ce Biton, c'est qu'on a l'impression que le toit flotte au-dessus de la carrosserie du véhicule. Et ça lui va assez bien. Sachez que le Nissan Qashqai, il détient un record du monde, celui du plus haut saut à l'élastique avec une voiture 65 mètres. Ça a été réalisé en août 2024 à Puteaux, dans les Hauts-de-Seine. Alors celui-ci, malheureusement, va pas battre le record. C'était une version qui était modifiée pour l'occasion. Et pour diminuer le poids, ils avaient entre autres retiré le moteur. Niveau poids, forcément, ça aide énormément sur la balance. Alors sur l'arrière, on a ce béquet qui est en couleur noir brillant, qui intègre le 3e feu stop, assez esthétique, avec des inserts décoratifs latéraux qui entourent les bords de la lunette arrière. La forme des feux arrière, elle est inchangée par rapport à la phase 1 de la 3e génération, mais on a une architecture interne qui a été redessiné. Il y a 4 nouveaux éléments lumineux rouges qui reprennent la forme des virgules de la calandre à l'avant et qui semblent flotter dans le bloc. C'est assez joli d'ailleurs. Ils sont dans une teinte rouge distinctive, connue sous le nom de Super Red. Ça apporte de la précision à la signature lumineuse selon Nissan. Et sachez que les verres sont désormais transparents. Et on a aussi des clignotants séquentiels qui sont intégrés dans la partie supérieure du bloc optique en forme de boomerang. Donc quand je vous dis que les évolutions sont assez légères et subtiles, c'est vraiment le cas, et surtout à l'arrière. On a toujours la typographie Qashqai qui est centrée sur le haillon. Entourage de la plaque en V inversé, contrairement à la calandre. Caméra de recul de série, bien sûr, à ce niveau de gamme. Bouclier arrière qui a été remodelé en couleur carrosserie sur notre modèle, qui intègre 2 catadioptres horizontaux et un insert de pare-choc en noir brillant. Et pour ceux qui veulent tracter, sachez qu'il y a un dispositif d'attelage qui est disponible en accessoire. Haillon électrique avec ouverture main libre sur notre finition. Sur son coffre, 504 litres. On a le plancher de coffre qui est modulable sur notre version, donc ça ajoute un petit peu de litrage dans le coffre. Et si vous baissez la banquette arrière qui est rabattable, là vous aurez 1582 litres. Il y a une prise 12 volts, 6 crochets de fixation. Dimension inchangée par rapport à l'ancienne version. 4,43 m en longueur, 1,84 m en largeur et 1,63 m en hauteur. Et sur son poids, c'est 1665 kg en ordre de marche. C'est 20 kg de moins par rapport à l'ancienne version. Et sachez qu'il n'y a pas de malus au poids, car il y a une exonération de 100 kg sur cette technologie e-Power. Et si vous optez pour le mild hybride 158 chevaux dont je vous ai parlé, là on a un poids qui est encore inférieur, 1465 kg sur la balance. Ça commence à être intéressant pour un crossover. 3 motorisations sont disponibles. On a le mild hybride 140 chevaux, boîte de vitesse mécanique. Le mild hybride 158 chevaux
avec une boîte de vitesse automatique à 7 rapports dont je vous ai parlé, 158 chevaux donc, et puis des performances assez bonnes, 0 à 100 en 9 secondes 2, 199 km/h en vitesse de pointe, transmission roue avant. Et puis on a cette version e-Power que j'essaye dans cette vidéo, 190 chevaux, 330 Nm de couple, avec un moteur électrique synchrone à courant alternatif qui est associé à une batterie lithium-ion de 1,8 kWh de capacité. Et puis on a un générateur thermique qui marche au samplon 95 ou samplon 98 qui lui développe 158 chevaux. Donc transmission aux roues avant, et les roues avant sont entraînées par le moteur électrique. Des performances qui sont très correctes, 7,9 secondes de 0 à 100, 170 km/h en vitesse de pointe. Mais en fait son plus gros point fort, c'est l'élément suivant, consommation annoncée par Nissan, 5,3 litres au 100 km. Je vous rappelle qu'il y a un réservoir de 55 litres de capacité en carburant. Donc sur le papier, vous pourrez faire plus de 1000 km avec un plein. Alors j'ai un peu regardé des forums sur internet. Dans les faits, je vais y revenir sur la partie de l'essai routier, les 1000 km, pour les atteindre, il faut vraiment être en éco-conduite de manière ultra exagérée. Mais il y a certaines personnes sur les forums qui ont réussi à faire plus de 1000 km avec un plein avec cette voiture. Et sur la partie de l'essai routier, je vais vous donner les consommations que j'ai réalisées avec mon type de conduite, qui n'est pas du tout une éco-conduite. Prix de base de cette troisième génération restylée, 34 700 €. Si je prends le modèle dont je vous ai parlé en début de vidéo, le 1000 hybride 158 chevaux, finition N-Connecta, pack hiver, peinture métallisée, là il est à 41 650 €. Donc à 399 € par mois sans apport. Comme vous pouvez le constater, c'est plutôt méga placé. Et enfin, celui que j'essaye dans cette vidéo avec cette finition en e-Power, il s'affiche à 49 200 €. Au niveau des malus écologiques en 2025, alors la version e-Power, c'est 75 € de malus écologique pour la première immatriculation en France. Et le 1000 hybride 158 chevaux, lui, c'est un peu plus de 1500 € de malus écologique à acquitter. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Alors déjà, beaucoup de place. Moi, j'ai réglé le siège avant pour ma taille. À l'arrière, l'espace est assez considérable. Seul petit bémol, on a un tunnel central qui est assez présent avec une assise très ferme sur la place centrale. C'est beaucoup moins le cas à droite et à gauche, bien sûr, où là, l'assise et le dossier sont assez accueillants et confortables. Sellerie mixte, cuir et alcantara sur notre modèle, avec une banquette rabattable en 60-40. On a un accoudoir central avec 2 portes gobelets. Un puits de lumière assez considérable grâce à ce toit panoramique qui est de série sur notre finition. Il est en option sur la finition N-Connecta de l'offre dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a des poches aumônières dans le dos des sièges avant. Bus d'aération orientable, 2 prises USB-C disponibles pour les passages arrière. L'assise est assez bonne, même si je trouve que l'assise des sièges arrière est plutôt ferme. Tandis qu'on a un dossier qui est pour le coup beaucoup plus moelleux, surtout sur sa partie inférieure. Autre élément, les contreportes. On a de l'alcantara avec des surpiqûres en couleur contrastée et du plastique dur sur le reste de la contreporte. Et même les accoudoirs sont eux aussi en alcantara. Et par rapport à la phase 1 de la troisième génération, il y a quand même très peu d'évolution sur les matériaux utilisés. Sur les contreportes à l'avant, toujours des inserts en alcantara. On a un éclairage d'ambiance dynamique 11 couleurs. Système audio de série sur notre modèle, c'est le Bose Premium à 10 haut-parleurs avec un caisson de basse Acoustimas, siège avant avec embossage Qashqai sur notre modèle, ils sont chauffants et le siège conducteur il est réglable électriquement sur 8 positions à mémoire. En revanche pour le passager ce sera manuel sur 6 positions. Sur le confort des sièges à l'avant, ils sont esthétiquement assez marqués au niveau des flancs sur l'assise et le dossier. Ils ont une typologie sport dans leur esthétique et pour autant on le ressent que très peu. On se ressent assez peu maintenu sur les flancs du siège, notamment sur l'assise. Autant sur le dossier, c'est vrai qu'on sent que nos omoplates sont assez bien positionnés. Alors le confort est super appréciable, bien sûr plus qu'à l'arrière. Je le précise parce que j'essaye des voitures maintenant en 2025 dans lesquelles les places arrière sont aussi confortables qu'à l'avant quasi. Bon, là c'est pas le cas, on est quand même mieux loti sur les places avant du véhicule. Affichage tête haute qui est de série sur notre modèle avec la projection sur le pare-brise, 10,8 pouces de taille quand même. Combiné d'instrumentation qui est entièrement digitale, juste en dessous, 12,3 pouces. Hyper lisible d'ailleurs au passage. Volant chauffant gainé de cuir à 3 branches avec un petit mets-plat sur la partie inférieure. Il est réglable en hauteur et en profondeur manuellement. À gauche, vous aurez accès au volume, changement de playlist, navigation dans l'écran d'instrumentation et à droite, le téléphone, la commande vocale, les aides à la conduite. Sur les aides à la conduite de série, on a le freinage d'urgence intelligent avec la détection piéton, cycliste et intersection, l'alerte et prévention de sortie de voie, l'avertisseur d'angle mort intelligent, le système d'alerte anti-collision arrière intelligent avec la détection des objets en mouvement. Et sur notre modèle, grâce au ProPilot Assist, on a le régulateur de vitesse adaptatif avec le maintien dans la voie et aussi le stationnement automatique.
Planche de bord en Alcantara sur notre modèle. On a l'écran d'infodivertissement tactile de 12,3 pouces avec système de navigation Nissan Connect. Vous avez les services Google intégrés. On a le e-Google, Google Maps, Google Play, Android Auto et Apple CarPlay sans fil de série. Il est aussi disponible bien sûr en filaire, hein, je vous rassure. La vision 360 degrés sur notre modèle. Il y a 8 points de vue plus une fonction capot transparent. On a le contrôle à distance depuis le smartphone avec l'application Nissan. Bon, ça, c'est un classique, hein. Vous avez le planificateur d'itinéraire, vous pouvez localiser le véhicule, l'historique et l'analyse de conduite, verrouillage, déverrouillage à distance, etc. On a des boutons d'accès rapide en dessous de l'écran pour le volume, les playlists et aussi les caméras. Il y a 2 aérateurs en dessous avec réglage physique de la climatisation automatique Bizone. Le bouton Start and Stop, prise 12 volts, chargeur à induction, console centrale en Alcantara avec des nouveaux matériaux avec des motifs décoratifs qui rappellent l'artisanat japonais. Frein de parking, auto-hold, parking automatique, on a le e-pédale, le mode EV, donc 100% électrique. Levier de vitesse qui est assez design avec juste en dessous le sélecteur des modes pour les différents modes de conduite. Il y a 2 portes gobelets et un accoudoir central qui est en Alcantara avec un rangement qui est plutôt correct et 2 prises USB-C. Place maintenant à l'essai routier. Je commence par une petite insertion sur l'autoroute pour commencer à vous parler de l'insonorisation. L'insonorisation, elle a été améliorée grâce notamment à des vitres dont les insonorisants sont supérieurs à la précédente génération du Qashqai. Et ça se ressent, notamment sur autoroute. On ressent moins les bruits aérodynamiques qu'on pouvait avoir sur les phases 1 de cette 3e génération du Qashqai. Et ça profite aussi et surtout aux passagers du véhicule quand vous êtes stabilisé à 130 km/h par exemple. Au niveau de l'architecture des suspensions, on a des suspensions avant de type McPherson, un essieu multibras sur l'arrière. Et sur la version que j'essaye, des jantes de 20 pouces. Alors c'est beau, c'est vrai que pour le design, ça lui sert énormément. En revanche, pour le confort, je ne vais pas vous dire qu'on repassera, mais avec des jantes un tout petit peu moins grandes, je pense qu'on pourrait bénéficier d'un confort nettement accru. La voiture est confortable, mais on sent quand même une certaine fermeté dans le paramétrage des suspensions. Rien de dérangeant outre mesure. Au niveau du châssis, il y a le système châssis control avec 2 technologies qui sont l'Intelligent Ride Control et l'Intelligent Trace Control. Dans les 2 cas, ces systèmes, ils sont là pour effectuer une correction active de la trajectoire et de l'assiette du véhicule en appliquant des freinages ciblés. Alors, il faut mettre la voiture en contrainte pour ressentir ce genre de technologie. Ce qui est intéressant, c'est que on a non seulement ce type de technologie, mais aussi et surtout un poids contenu. 1665 kg sur la balance sur cette version e-Power et on est en dessous d'une tonne 5, 1465 kg sur la version 1000 hybride 158 chevaux. Et même sur cette version e-Power, le véhicule est assez agile, il est assez volontaire, on va dire, pour vous permettre de temps à autre de commencer à un petit peu engager quand vous êtes sur des routes sinueuses ou sur des cols de montagne. Donc ça, c'est plutôt plaisant. On se plaint souvent du poids des voitures hybrides rechargeables notamment et surtout des voitures 100% électriques qui dépassent facilement sur des véhicules de taille équivalente les 1 tonne 9 voire 2 tonnes. Là, au moins, vous avez un poids qui est assez contenu. Sans être sur un foudre de guerre, on est quand même sur un véhicule qui fait le 0 à 100 km/h en 7,9 secondes. Donc il sera apte quand même à vous sortir de situations un petit peu compliquées, à vous insérer rapidement sur autoroute, à doubler un véhicule plus lent, à doubler quelqu'un quand vous êtes à un feu rouge. Il fera très bien le boulot là-dessus. En termes de freinage régénératif, vous pouvez le régler et puis vous avez aussi le système One Pedal. Le système One Pedal, c'est un système qui va en fait, dès que vous allez commencer à lever votre pied de l'accélérateur, appliquer un freinage avec une intensité de l'ordre de, on va dire, l'équivalent de 30 à 40% d'une pression sur la pédale de frein. Donc c'est quand même assez marqué, ça vous permettra de jouer avec l'autonomie du véhicule et donc d'augmenter l'autonomie de ce véhicule de manière très significative. C'est le cas sur tous les hybrides et surtout sur toutes les voitures électriques, mais c'est aussi le cas sur cette technologie e-Power. Donc ceux qui sont sur de l'électrique ou de l'hybride rechargeable ne seront pas décontenancés en prenant le volant de cette technologie de chez Nissan. 3 modes de conduite sont proposés. Vous avez Sport, Standard et Eco. Alors ils sont vraiment pas très marqués les modes de conduite. Bien sûr en Eco ça va favoriser une
une faible consommation, une autonomie élevée, et en sport, une conduite plus dynamique comme son nom l'indique. Forcément, la plupart du temps, moi j'ai roulé en mode standard et éco. J'ai essayé le mode sport à plusieurs reprises, ça transcende vraiment pas ni le moteur ni le châssis du véhicule, mais en même temps, c'est pas trop ce qu'on attend de ce genre de véhicule. Sur la consommation, alors consommation, ça va dépendre bien sûr de la typologie de route sur laquelle vous êtes en train d'évoluer. Alors moi, ce que j'ai noté sur des routes, on va dire secondaires, type périurbain, et puis sur l'urbain, vous allez faire un mix d'environ 6 litres à 6 litres 4. Dès que vous commencez sur autoroute à dépasser les 120-125 km/h, vous stabilisez à 130-135. Là par contre, la consommation commence à être un petit peu plus élevée. Mais tout à l'heure, par exemple, j'étais sur la 13, j'ai remis la consommation moyenne à 0 en faisant un trajet d'environ Versailles jusqu'à l'aire de Morinvilliers sur la 13. Donc j'ai quasi que fait de l'autoroute à environ 110 km/h. J'étais à 5,2 litres au 100 km. En fait, ce qui crée cette consommation vraiment plus élevée, c'est dès qu'on commence à dépasser les 130 km/h, c'est vrai que la consommation est un petit peu plus élevée. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que si vous faites de la ville et du périurbain, là, clairement, vous pourrez être aux environs des 5 litres et facilement dépasser les 1000 km d'autonomie. Donc, pour ceux qui aiment bien les records d'autonomie et de consommation, c'est vrai qu'avec un réservoir de 55 litres, la promesse faite par Nissan, elle est presque tenue, je dis bien presque, parce qu'une vraie consommation mixte, ça inclut aussi de l'autoroute. Donc en gros, vous pourrez faire ces 1000 km d'autonomie si vous faites de l'urbain et du périurbain, et si vous faites de l'autoroute là-dedans, vous allez un petit peu baisser votre consommation et vous allez peut-être faire entre 850 et 1000 km d'autonomie. Bon, c'est plutôt quand même une bonne nouvelle puisque ces valeurs dans des véhicules électrifiés, c'est quand même assez peu courant. Souvent les voitures électriques, on vous parle d'autonomie réelle d'environ 350 km, les hybrides peut-être 5 à 600. Par contre, 1000 km, ça fait belle lurette que j'avais pas entendu parler de ça. Donc faire 1000 km avec un véhicule électrifié, avec une technologie comme cette technologie e-Power, en 2025, c'est quand même à souligner comme étant une qualité plutôt appréciable lorsqu'on achète un véhicule avec un malus écologique et des émissions de CO2 qui sont assez contenu. Pour les manœuvres, il se débrouille plutôt bien. 11,5 mètres de diamètre de braquage, donc facile de le manœuvrer. Et puis surtout, dans cette nouvelle génération, on a ces systèmes de caméra à 360 degrés qui fait très bien le travail. Il faut savoir qu'entre la première et deuxième phase de cette troisième génération, il y a pas mal d'évolutions sur les aides à la conduite. Je sais que le freinage d'urgence, il a été recalibré. On a aussi un mode d'assistance au conducteur qui est maintenant disponible. Donc en gros, ce mode d'assistance, il vous permet de paramétrer l'intensité des aides à la conduite, des systèmes d'assistance en fonction de vos besoins. Alors ça, c'est un vrai sujet, vous le savez comme moi, il y a beaucoup de voitures qui en 2025 ont des aides à la conduite qui peuvent s'avérer, pour certains, assez intrusives. Et du coup, c'est vrai que ce genre de mode d'assistance au conducteur, ça vous permet de les calibrer, ça vous permet de les paramétrer par rapport à vos envies et vos attentes. Autre différence par rapport à la première phase de cette troisième génération, ce sont les services intégrés de Google, comme Google Maps, Google Play. C'est d'ailleurs ce Nissan Qashqai qui est le premier modèle de Nissan en Europe à intégrer ces services de chez Google. Et là aussi, c'est plutôt pas mal. C'est des services qui sont extrêmement bien faits, réactifs. Autre point intéressant, c'est le fait que vous n'avez pas de boîte de vitesse traditionnelle. Donc déjà, vous n'aurez pas de coût d'entretien identique à un modèle qui est équipé par exemple d'une boîte de vitesse à double embrayage. Le véhicule n'est pas transcendé sur cette deuxième phase, dans ce petit restylage. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment réussi à améliorer certaines de ces qualités en y apportant des technologies supplémentaires. Et je trouve, et c'est pas tout le temps le cas, je dis pas ça à chaque fois, autant il y a des restylages, ils sont juste là à changer une signature lumineuse ou à ajouter des feux à LED. Et c'est pas très utile, surtout ils en profitent à chaque fois pour ajouter peut-être 2, 3, 4, 5% au prix. Là pour le coup, vous avez un véhicule qui est déjà un petit peu plus léger avec cette technologie Power, mais vous en aurez pour votre argent puisque vous aurez un véhicule qui sera encore mieux que la précédente génération. Si je reviens un petit peu à la technologie Power, pour vous expliquer, donc vous avez avec cette technologie Power un générateur thermique alimenté avec du samplon 95 ou samplon 98 qui va alimenter des batteries lithium-ion qui elles-mêmes vont alimenter le moteur électrique. Le principe est plutôt intelligent et surtout, il vous permet de pallier
aux aléas, aux problématiques que rencontrent tous les propriétaires de véhicules 100% électriques, c'est-à-dire devoir s'arrêter aux bornes de recharge tous les 300-350 km quand vous faites de l'autoroute, voire moins sur certains modèles, devoir utiliser des cartes de recharge, avoir des câbles de recharge. Autre point aussi intéressant, c'est le bruit généré. Là, je me mets en mode sport pour vous montrer. Donc, vous le savez, il y a certains véhicules hybrides qui peuvent faire beaucoup de bruit avec des boîtes cycloïdales à variation continue. Lorsqu'on accélère à pleine charge, on va voir ce que ça donne. Là, j'accélère à fond. On reste sur un bruit plutôt contenu. La seule chose qui va différer lorsqu'on accélère à pleine charge, c'est la nécessité d'apporter plus d'électricité dans les batteries pour alimenter le moteur électrique. Mais ça se fait de manière assez douce, d'une manière beaucoup plus acceptable au niveau sonore que certaines boîtes de vitesse à variation continue. Deuxième chose aussi à noter sur cette technologie e-Power, ce sont les reprises. Je vous montre, je suis à 50 km/h, j'accélère à fond et les reprises sont hyper vigoureuses. Ce qui n'est pas tout le temps le cas sur un véhicule 100% électrique. On a souvent des accélérations qui sont extrêmement franches de 0 à 80, 0 à 100 km/h. En revanche, sur les reprises, souvent on est un petit peu déçu puisqu'on s'attend à des reprises qui sont en phase avec les accélérations que le véhicule vous propose. Et là, c'est pas le cas. Les reprises et les accélérations, elles sont vraiment franche. Bref, ça paraît être une alternative, je ne sais pas si elle est provisoire, en tout cas, elle a le mérite d'être très intéressante. Preuve en est le succès de cette technologie, plus de 1,5 million de véhicules depuis 2016 qui sont équipés de cette technologie e-Power. C'est quand même une belle preuve que la technologie plaît, qu'elle est fiable et surtout qu'elle convient à beaucoup d'utilisateurs. En tout cas, elle représente une belle transition entre les moteurs 100% thermiques et les moteurs 100% électriques. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'aimerais vraiment avoir vos avis sur cette technologie e-Power. Nissan a le mérite de proposer une alternative pertinente dans un monde où certains constructeurs se posent un petit peu moins de questions et n'hésitent pas à électrifier en masse de manière peut-être un petit peu trop rapide toute leur gamme. Et ça, je ne sais pas si c'est forcément la bonne alternative en 2025. On le voit en ce moment avec les niveaux de vente qui sont en train de baisser sur les 100% électriques, car les subventions baissent. Mais cette nouvelle génération, elle a peut-être des chances dans les 2-3 prochaines années de faire perdurer ce succès. Alors la question qu'on se pose bien sûr à la fin de cet essai routier, c'est la suivante. Est-ce que cette nouvelle phase de la 3e génération du Qashqai, surtout avec cette technologie e-Power, pourra continuer à se faire une place de choix dans le segment assez concurrentiel, voire très concurrentiel dans certaines zones d'Europe, des crossovers hybrides ou je dirais même électrifiés? Je vais répondre à cette question d'ici quelques instants. Il faut maintenant conclure l'essai de ce Nissan Qashqai de 3e génération restylé. Alors, pas mal de défauts, vous allez voir, que j'ai trouvé. Alors déjà, premier défaut, l'intérieur qui n'a pas évolué, très peu, et surtout que je trouve en retrait par rapport à ce qui est proposé par certains de ses concurrents en 2025 sur le marché des crossovers. On a aussi un système One Pedal qui permet toujours pas l'arrêt complet du véhicule, dommage. Consommation sur autoroute un peu élevée selon moi, j'étais aux environs des 8 litres au 100 km sur autoroute. On est vraiment très éloigné des valeurs mixtes annoncées par le constructeur japonais Nissan. Aussi amortissement ferme avec ses jantes de 20 pouces, elles ont le mérite d'être belles mais l'amortissement elle se raffermit et c'est pas au profit du confort, un petit peu dommage. Un système qui est avec le e-Power plus cher qu'un hybride classique. Heureusement, beaucoup de qualité. Déjà un système électrique qui est super agréable. En fait, vous avez l'agrément de conduite d'une voiture électrique, sans les inconvénients. Et le moteur, le générateur thermique, lui, est très peu bruyant. On l'entend dans certaines phases de réaccélération, mais franchement, c'est peu perceptible. Et surtout, il y a aussi une chose qui a été améliorée, c'est l'insonorisation du véhicule, qui est meilleure que sur l'ancienne version. On a un véhicule qui est de série mieux équipé que l'ancienne version, et avec un rapport prix-prestation qui est ultra compétitif et attractif, surtout avec l'offre dont je vous ai parlé, avec Tility, que je remercie encore une fois de nous avoir permis de faire cette vidéo. À 399 € par mois, là, c'est méga placé en location longue durée. C'est sur la version mild hybride, 158 chevaux, je vous le rappelle.
rappelle, donc si vous êtes intéressé, cliquez en description de la vidéo pour profiter de cette offre. Également, moi ce que j'ai aussi apprécié, c'est l'autonomie du véhicule. Alors certes, on est un petit peu éloigné des 1000 km qui sont normalement possibles sur le marché. Je pense que vous pourrez les faire si vous faites que de l'urbain et du périurbain. Parce que moi, en urbain, périurbain, j'étais à 6,4 litres au 100 km, donc on va dire avec les 55 litres de réservoir, je peux faire 850 km à peu près, avec mon type de conduite. Pour faire les 5,3 litres annoncés par Nissan, je pense que c'est possible, mais il faut vraiment se traîner. En tout cas, je l'ai vu sur des forums sur Internet, il y en a certains qui ont fait plus de 1000 km avec un plein, avec cette technologie e-Power. C'est des autonomies qu'on retrouvait il y a quelques années sur nos véhicules diesel, il y en a de moins en moins, malheureusement. Et je pense que du coup, ça ravira ceux qui ne prennent pas ou peu de plaisir à aller à la pompe pour faire leur plein tous les 400-500 km. Avec celui-ci, vous allez avoir l'autonomie d'un véhicule diesel ou quasi. Dernière qualité, c'est le design qui a encore évolué avec une face avant encore plus expressive. L'arrière, c'est vraiment très subtil, je vous l'ai montré tout à l'heure en termes d'évolution, mais l'avant, pour le coup, les optiques ont été retravaillées, la calandre aussi, et on a quand même un véhicule qui est au goût du jour. C'était déjà le cas sur la première génération, mais celui-là va continuer à le faire. Alors dans quelle proportion, et est-ce que surtout il pourra faire face à l'évolution de la concurrence? Vous allez voir que rien n'est si simple. Alors déjà, premier critère que j'ai pris pour comparer à la concurrence et pouvoir répondre à cette question, c'est bien sûr son design. Alors sur le design extérieur, clairement, il marque des points, même si certains de ses concurrents apportent de légères touches supplémentaires de modernité, comme par exemple le Volkswagen Tiguan ou encore le nouveau Peugeot 3008 que je trouve magnifique tant sur l'extérieur que sur l'intérieur. Là où il est un petit peu en retrait, comme je vous l'indiquais, c'est sur son habitacle qui évolue que très peu. Donc sur la partie esthétique, je ne sais même pas si je le fais rentrer sur le podium, peut-être à la 3e place et encore, je pense qu'il échoue. Moi j'aurais peut-être mis à la 3e place du podium le Kia Sportage ou le Hyundai Tucson, que je trouve, on va dire entre l'intérieur et l'extérieur, plus homogène. Ouais. Deuxième critère, les performances. Alors 190 chevaux, c'est plus que le Volkswagen Tiguan qui fait 131, que le Peugeot 3008 qui fait 136, Ford Kuga, que le Toyota CHR qui est disponible en 140 mais aussi en 200 chevaux, mais c'est moins que le Renault Austral qui fait 200 chevaux, que le Kia Sportage 210 et que le Hyundai Tucson qui fait 215 chevaux. Sur son prix, 39 600 € avec la technologie e-Power. Je vous fais un focus sur le e-Power dans cette analyse. Alors c'est plus que le Toyota CHR, que le Hyundai Tucson et que le Peugeot 3008 et aussi que le Ford Kuga, mais c'est moins que le Tiguan de chez Volkswagen, c'est moins que le Kia et aussi que le Renault Austral. Sur son coffre, 504 litres. Alors c'est plus que le Toyota CHR qui a un tout petit coffre, 388 litres. Par contre, tous les autres concurrents font mieux avec en tête le Volkswagen Tiguan et ses 652 litres d'espace dans le coffre. Et sur les consommations, là par contre il marque des points. En fait il est mieux que tous ses concurrents sauf le Renault Austral qui est annoncé à 4,6 litres et le Toyota CHR qui est à 4,7 litres et qui pour le coup est très proche en termes de moyenne constatée. Parce que sur le CHR, on doit être aux alentours des 5,5 litres, 5,6 litres. Une fois qu'on a analysé tous ces critères, il y a le rapport prix, équipement, puissance, consommation qui ressort comme étant sans doute le meilleur de sa catégorie. Oui, c'est pas le plus beau. Oui, c'est pas celui qui a le plus grand coffre. Oui, c'est pas celui qui a la meilleure consommation. Ok. Par contre, il est hyper bien placé en rapport prix-prestation, là aussi. Et surtout, il a une autonomie de voiture diesel. Là, vous ferez 850, 900 km. Si vous faites que de l'autoroute, vous ferez peut-être, allez, on va dire 700 km. Mais sur des voitures avec des technologies, on va dire, pouvant être apparentées à de l'hybride, c'est quand même clairement un de ceux qui propose l'autonomie la plus élevée. Et c'est quand même un gros point fort. Oui, il a des chances de continuer à faire perdurer le succès de cette technologie e-Power. Et aussi sur les versions mild hybrides, de trouver une clientèle assez large, avec des tarifs ultra compétitifs et attractif. Il va peut-être connaître des difficultés par rapport à son dessin intérieur, peut-être une technologie qui va se faire dépasser dans les prochaines années par des hybridations encore plus efficientes. Mais en tout cas, en 2025, il semble que cette 3e génération restylée du Qashqai va continuer à faire perdurer le succès qui a été entamé il y a quelques années en France et aussi dans le reste du monde. J'espère que cet essai vous a plu. Sur YouTube, abonnez-vous les amis, activez la fameuse cloche de notification, mettez un pouce bleu, ça m'aide énormément. Merci à ceux qui ont joué le jeu les dernières semaines. Pareil sur mes comptes Instagram et TikTok, Le Vendeur Automobile, je diffuse que du contenu exclusif. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.